Je savais que je voulais en parler. Et j'étais attiré par la vulgarisation scientifique depuis très longtemps. J'étais plutôt dans les films, mais j'avais commencé à faire des livres. Et donc, ça faisait partie de mes premiers livres. Et puis, quand j'ai fait quelques livres sur le monde marin, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs sur l'évolution, les dinosaures, les hommes préhistoriques. Et là, je me suis dit, mais et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai encore des idées? Je ne vais pas recommencer à faire de nouveaux livres sur les dinosaures, etc. Et alors, à peu près à la même époque, quand on commence à faire des livres, les relations avec les éditeurs deviennent nettement plus faciles parce qu'ils se rendent compte qu'on est capable de faire un livre. Et pour eux, c'est pain béni d'une certaine façon d'avoir un auteur dont ils savent qu'il va rendre les textes à peu près à temps, écrire en un français à peu près correct, avec des idées sur l'illustration. Pour eux, c'est magique. Bon, ça, je m'en suis rendu compte bien après. Et des éditeurs ont des idées aussi. Et des éditeurs m'ont proposé des sujets. Par exemple, un éditeur m'a proposé un sujet sur les couleurs dans la nature. Et là, je me suis dit, mais je ne connais rien à ce domaine-là. Vous allez voir que je finis par répondre à vos questions. Je connais rien aux couleurs. Enfin, je connais rien. Je connais un peu des choses. J'ai quelques idées dessus. Parce que j'ai rencontré des animaux très colorés, des plantes très colorées. Et j'ai peut-être des choses à raconter dessus, par exemple, sur d'où viennent les couleurs, à quoi elles servent, quelle est l'évolution des animaux qui sont arrivés à des formes très colorées, alors que certaines sont restées très ternes. Et toutes ces explications m'ont paru très intéressantes à raconter, et notamment à raconter aux enfants. J'adore m'adresser aux enfants parce que c'est un public qui aime autant les animaux que je les aime moi-même. Les adultes parfois ont un peu laissé de côté. Alors pas vous qui êtes venus ici parler ou entendre parler d'extinction ou discuter d'extinction et de biodiversité, mais pour beaucoup d'adultes, c'est juste un truc pas très intéressant, la nature et les animaux. Et donc là, je me suis rendu compte qu'un sujet comme ça m'ouvrait des perspectives. Et puis il y a eu d'autres choses qui se sont passées qui ont un peu élargi mon champ d'action dans l'écriture. Mais j'en suis resté quand même à la nature et aux animaux. Je ne me suis jamais intéressé, enfin ça peut m'intéresser, mais je ne vais pas écrire sur les châteaux forts, sur les pirates ou d'autres sujets comme ça, où je ne serais pas à l'aise du tout. En fait, un point important pour moi, y compris en documentaire, j'écris aussi des romans et des petites histoires, des albums, mais y compris en documentaire, c'est que celui qui écrit un documentaire, c'est un auteur. Et un auteur se doit d'avoir un point de vue sur ce qu'il écrit, sinon c'est juste un rédacteur. Et quand je sors de mes champs de réflexion habituels sur la nature, je ne suis pas très à l'aise parce que je n'ai pas toujours d'avis. Et un éditeur un jour m'a demandé de faire un livre sur Léonard de Vinci. Et j'étais très embêté parce que normalement je devais faire un livre sur les hommes préhistoriques avec lui. C'était un éditeur de chez Casterman. Mais il avait une demande de gens qui faisaient une expo et qui voulaient absolument un livre sur Léonard de Vinci pour les enfants. Et il m'avait sous la main. Et donc, je devais être capable de faire ça. Et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai longuement hésité. Alors, le thème était très précis. C'était le rêve de Léonard de Vinci de voler. Alors ça me parlait. Parce que j'avais, comme beaucoup de gens, ce rêve de vol, mais je l'avais mis en pratique. J'avais fait de ce qu'on a du deltaplane, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, du vol libre, et ça s'apparentait beaucoup au dessin de Léonard de Vinci. Et puis c'était sur ces machines. Donc, mais j'étais embêté, j'avais pas d'avis. Je vais parler de ces peintures. De quelle peinture vais-je parler? Je peux parler de la Joconde, mais pourquoi la Joconde? Si je fais un livre sur les animaux bizarres, je sais exactement pourquoi je vais parler de tel ou tel animal et pas de tel autre. Mais sur des peintures, je n'ai pas forcément d'avis. Donc je m'en tiens à la nature. Merci. La plupart du temps. Alors l'essentiel de votre travail porte quand même sur le documentaire jeunesse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous semblez particulièrement apprécier travailler pour ce public ?
Et une autre partie de la question, en tant que libraire, on constate vraiment une grande richesse aujourd'hui dans ce domaine éditorial. On est loin des livres très scolaires, des tout premiers documentaires où voilà, c'était pas très, où il y avait peu d'images, où c'était vraiment très sérieux. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment une véritable variété de supports, une grande diversité, un travail très qualitatif. Peut-être que vous pourriez aussi témoigner un peu de votre expérience dans ce domaine. Alors, il y a deux choses. D'une part, alors j'ai lu des livres documentaires tout petits, et effectivement des livres avec pas beaucoup d'images, en noir et blanc, avec beaucoup de textes. Mais bon, j'aimais bien lire, donc je me suis. Et puis c'était tout ce qu'il y avait. Et puis il y a eu un basculement au cours des années 70 avec Gallimard Jeunesse qui a proposé les premiers documentaires qui avaient une forme complètement différente de ce qui se faisait d'habitude, en France en tout cas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires qui s'adressent à la jeunesse. Et la jeunesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un public qui est merveilleux pour le documentaire. Une grande partie des enfants apprécient plus de lire des livres documentaires que de lire des fictions. J'ai rencontré assez souvent des enfants qui me disaient que les fictions leur posaient problème, ça ne les intéressait pas vraiment, des histoires inventées, ils ne voyaient pas très bien le but, le pourquoi de tout ça, alors que apprendre à découvrir le monde, ça c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Je le dis d'autant plus sereinement que mon fils m'a dit la même chose, et donc je lui lisais des histoires de dinosaures le soir et pas des contes, parce que c'était ça qui l'intéressait. Une partie des enfants préfèrent vraiment ça. Et le livre documentaire, c'est ça aussi le basculement, c'est pas juste une collection d'informations qu'on apporte aux enfants. Et ça, c'est le basculement qu'il y a eu aussi, c'est toute la forme. Et en tant qu'ancien réalisateur de films documentaires, la forme, ça a beaucoup d'importance, l'image, ça a beaucoup d'importance. Et en plus, c'est très amusant. C'est très amusant de penser le livre, penser ce qu'on va raconter, faire les choix d'auteur sur la façon dont on raconte les choses, mais comment on va les présenter, comment on va discuter avec un illustrateur, comment on va choisir des photos, un mélange. Ça, c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous pouvez préciser justement comment est-ce que vous travaillez avec les illustrateurs en charge? J'ai vu qu'il y a des gens avec qui vous travaillez régulièrement, où il y a vraiment, je pense, une fidélité, un partenariat qui s'est créé. Est-ce que vous avez un vrai regard sur leur travail? Est-ce que vous concevez le documentaire ensemble? Comment ça se passe? Alors c'est assez variable. Ces derniers temps, j'ai fait pas mal de bandes dessinées, documentaires, comme ça c'est un de mes derniers livres sur les forêts, que j'ai fait avec Adrienne Barman, qui est une illustratrice suisse. Comme ça, elle fait des dessins extrêmement colorés, avec des animaux un peu étranges, avec les yeux qui partent dans tous les sens. Mais on reconnaît quand même les animaux. Et c'est extrêmement gai, c'est drôle. Elle a un vrai avis sur la façon de disposer les choses. Donc moi, je discute beaucoup avec elle. Je fais des propositions sur comment représenter les choses. Et puis, elle met ça à sa sauce ensuite. J'ai fait un premier livre il y a quelques années sur l'évolution de la vie sur Terre avec elle. Et puis, je voulais retravailler avec elle. Mais ce n'est pas toujours possible parce que les bons illustrateurs sont très demandés et ont beaucoup de travail. Et de temps en temps, on a envie de travailler avec quelqu'un, mais qui n'est pas disponible. Mais là, j'ai pu m'y prendre suffisamment à l'avance pour la réserver et pouvoir travailler avec elle. Parce que le dessin, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Dans d'autres cas, l'éditeur me fait des propositions, et puis je discute. Il arrive que le résultat ne soit pas ce que je souhaitais, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Bien, on va passer à travers quelques livres comme ça, dans les questions. J'ai lu votre bibliographie et j'ai trouvé beaucoup de références à la biodiversité, avant même de regarder ce que vous aviez fait, vos études et tout ça. Et puis l'environnement, j'avais trouvé les forêts, qui étaient récents, les océans, l'année précédente, et puis je suis remonté un petit peu plus loin, un livre qui s'appelle Évolution, que j'ai vu, je crois, ici, qui est disponible, et puis l'histoire de la vie. Et là, on trouve encore sous forme de bande dessinée
une très grande frise du temps qui commence à l'origine de l'univers, il me semble bien, et qui se termine dans notre futur, puisque je crois que les 2 dernières pages, c'est ce qui va se passer, enfin ce qu'on voudrait ou ce que vous imaginez. Donc dans ce livre en particulier, vous présentez des réchauffements climatiques, des glaciations, des cataclysmes à cause de volcans et autres. Et puis on voit apparaître les hominidés, puis on sent que là, vous n'allez pas leur faire jouer un rôle très très positif dès le début. C'est l'impression que j'ai eue. Et que l'équilibre et l'évolution des espèces allaient peut-être en souffrir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, en particulier sur ce qu'on appelle l'anthropocène? Quand a-t-il commencé? Est-ce que c'est que le début ou est-ce qu'on est déjà bien avancé là-dedans? Alors la question de l'anthropocène, c'est l'idée que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l'histoire de la Terre, ère qui est marquée par l'empreinte que nous donnons à la Terre. C'est-à-dire que des géologues dans un futur lointain pourraient se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose de très différent de ce qu'il y avait avant, simplement en observant les couches de roches qui se forment aujourd'hui et qui, dans quelques millions d'années, seront accessibles s'il reste quelques géologues pour les observer. Moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que il y a une partie de ce qui est en train de se passer autour de nous qui est directement liée à notre mode de vie. Ça, je le développe dans pas mal de livres. La façon dont on extrait les richesses vivantes ou minérales du sol ont un effet absolument gigantesque sur le monde dans lequel on vit, et un effet négatif. Mais et on met ça beaucoup sur le compte de notre société actuelle et de la civilisation industrielle, du capitalisme éventuellement. Et je pense que si on voit ça de cette façon-là, on perd de vue un aspect qui est ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, mais êtres humains descendants d'animaux, qui ont pour tendance spontanée à occuper le maximum d'espace, à se reproduire au maximum. La vie est complètement liée à cette volonté implicite, cette volonté qui n'est pas une volonté consciente, bien entendu, d'expansion et d'occuper l'espace et de consommer tout ce qui est consommable jusqu'à ne plus rien avoir. En fait, n'importe quel animal mis dans des conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire d'abondance, va se reproduire jusqu'à détruire leur milieu. On l'a vu lorsqu'on laisse des cerfs dans une forêt sans prédateurs, ils détruisent la forêt et au bout de quelques années, il n'y a plus de forêt. Il n'y a aucune régulation spontanée. Et il n'y a pas plus de régulation spontanée chez nous. Et c'est intéressant de se rendre compte que c'est quelque chose qui est inhérent au vivant. Et on s'en rend compte avec toutes les questions qui ont été soulevées sur le fait que les hommes préhistoriques, aussi peu nombreux qu'ils aient pu être, ont joué un rôle sans doute très important dans la disparition d'un certain nombre d'espèces, comme les mammouths, les rhinocéros laineux, éventuellement même les chevaux qui ont bien failli, qui ont été très proches de l'extinction, et bien d'autres espèces. En Australie, ça peut être des kangourous géants et d'autres animaux qu'on a complètement oubliés, dont personne ne connaît même le nom, qui ont disparu bien avant l'arrivée des Européens en Australie. Parce que les quelques premiers humains arrivés en Australie ont fait disparaître à toute vitesse des animaux qui n'avaient jamais vu d'humains, qui étaient sans doute gros, ce qui est pratique quand on chasse, parce que quand on a réussi à tuer un gros animal, on a à manger pour longtemps, sans doute excellent à manger, et qui ont disparu très rapidement. Les oiseaux géants, ça a été extrêmement rapide entre le temps entre l'arrivée des premiers humains et leur disparition. Au moment du néolithique, alors il y a des débats sur l'anthropocène. Est-ce que ça commence à l'époque, à l'âge industriel? Est-ce que ça a commencé au Moyen Âge? Est-ce que ça a commencé à l'Antiquité? Au néolithique, au moment il y a 10 000 ans, au moment de l'invention de l'agriculture, les populations qui ont commencé à se sédentariser, à fabriquer des villages, à construire des villages et à s'installer dans des villages, ont détruit toutes les forêts qui les entouraient. Et une fois qu'ils avaient tout détruit, ils allaient s'installer ailleurs. Et ça, c'est arrivé il y a 10 000 ans,
avec, à l'époque où il y avait quelques dizaines de milliers de personnes tout autour de la Méditerranée qui ont détruit les forêts méditerranéennes bien avant que nous soyons des millions et des millions à tout détruire. Si on oublie cet aspect-là, quelque chose qui est quand même inhérent à ce que nous sommes, on risque de ne pas être en mesure d'éviter la prochaine grande extinction. Je suis désolé, c'est extrêmement négatif, mais si on ne sait pas ce que nous sommes, on n'arrivera pas à changer ce que nous sommes, ou comment nous agissons en tout cas. Alors, l'an dernier, vous avez fait paraître Extinction, le crépuscule des espèces. C'est une grosse BD, 128 pages, qui apparaît comme un reportage. C'est en même temps une fiction. Vous inventez le nom de l'île qui accueille l'expédition scientifique. Alors, on parle réchauffement climatique tout de suite. Et ce réchauffement climatique qui est engagé risque de bouleverser les équilibres entre les espèces. Est-ce que vous avez imaginé un scénario ou est-ce qu'il y en a plusieurs Qu'en pense-t-on dans le monde scientifique En gros, dans quelques décennies, à quoi on en sera, quoi. Alors, effectivement, là, vous faites référence à une BD qui est une fiction, dans laquelle je mets en scène des chercheurs qui travaillent sur les effets du réchauffement climatique sur une île de l'Arctique. Alors, ça a à voir avec des choses que j'ai réalisées, des films que j'ai faits il y a longtemps sur le travail des scientifiques. Ça m'amusait de les mettre en scène. Ce qui est moins amusant, c'est la raison de leur travail dans cette île. Là, le réchauffement climatique n'est qu'une des causes des menaces qui pèsent sur les espèces vivantes. La destruction des milieux, les prélèvements, la chasse, la pêche, etc., sont des phénomènes beaucoup plus importants en fait, d'un point de vue quantitatif. Mais le réchauffement climatique est en train de jouer un rôle qui accélère au fur et à mesure que le réchauffement devient de plus en plus évident. Et cette année était particulièrement nette là-dessus. Quant à savoir ce qui va se passer dans le futur, je suis désolé, je peux faire du fiction, mais on va être dans la science-fiction. Personne n'en sait rien. On voit un phénomène qui est en train de se produire. Mais c'est un phénomène qui est d'une certaine façon très lent. Alors on dit qu'il est très rapide. Il est très rapide à l'échelle géologique. Il y a quelques milliers d'espèces animales et végétales qui disparaissent chaque année. Mais il y a plusieurs millions d'espèces qui existent sur notre Terre, et il y a toujours eu des espèces qui disparaissaient et d'autres qui apparaissaient. La question qu'il faut se poser, c'est celle de la rapidité de ces disparitions. Aujourd'hui, ces disparitions, aussi peu nombreuses soient-elles par rapport à la diversité réelle du vivant, elles sont beaucoup plus rapides que ce qui devrait se passer d'habitude, enfin, ce qui se passe d'habitude, en moyenne, dans l'histoire de la Terre. C'est là où il y a une inquiétude sur ce qui pourrait arriver. Mais ce n'est pas la planète qui est en danger, ni la vie. La planète et la vie, dans 10 millions d'années, je peux, avec une bonne chance de ne pas être démenti, de toute façon, dans 10 millions d'années, le risque est faible, il y aura toujours des êtres vivants sur Terre, peut-être un peu différents d'aujourd'hui, très certainement différents d'aujourd'hui. À quel point, on n'en sait rien. Peut-être qu'on ne sera pas là. Ça, c'est possible. C'est fort probable, même. Quelle que soit notre histoire. Parce que les espèces ont une durée de vie limitée. Mais à court terme, les dégâts que nous infligeons à la planète sont désastreux, pas tellement pour la vie, mais pour nous, pour notre vie, et pour la vie d'un grand nombre de personnes dans le monde. Tous ne seront pas touchés de la même façon, mais beaucoup seront touchés. Et donc, selon vous, la biodiversité n'est pas non plus en danger, mais pas la biodiversité en soi, mais la biodiversité qui nous importe. Ouais, voilà. Oui, il y a eu des chiffres récents sur, je crois que nous sommes dépendants, plus ou moins, à plus ou moins grande échelle, d'à peu près 50 000 espèces différentes de plantes et d'animaux. Ou peut-être 70 000, je ne sais plus. Les chiffres, ils sont dans les livres, c'est très bien, on peut s'y référer facilement.
on a besoin de plusieurs dizaines de milliers de plantes, c'est-à-dire que la moitié de la population humaine dépend directement de plantes sauvages et d'animaux sauvages qu'ils trouvent dans le milieu naturel. Alors les populations pauvres encore plus, les trois quarts des populations pauvres ont besoin de bois pour se chauffer, simplement, ou pour cuire leur nourriture. Ça, c'est direct, et c'est du bois qui est prélevé dans le milieu, ce n'est pas des arbres qui sont des arbres de culture, c'est des arbres sauvages. Et on oublie, on pense animaux domestiques qu'on élève, plantes cultivées, on oublie qu'on a aussi besoin des animaux sauvages. Alors on parle des abeilles qui sont semi-domestiques, mais tous les animaux pollinisateurs, on en a besoin, tous les vers de terre qui améliorent le sol, on en a besoin. Le plancton marin qui produit de l'oxygène, on en a besoin. Et ce plancton marin, on sait qu'il est modifié par le changement de température. Jusqu'à quel point on va modifier nos propres conditions de vie, ça on peut se poser la question. En réalité, on n'en sait rien pour l'instant. Mais à force de pêcher les poissons, on a permis dans beaucoup de mers la prolifération des méduses. Et on se retrouve avec des mers couvertes de méduses à perte de vue, ce qu'on a appelé la gélification des océans. Ce n'était pas prévu du tout. On pêche les poissons, on veut juste pêcher les poissons, et on favorise les méduses. Voilà, un effet secondaire imprévu. La biologie, c'est ça, l'imprévu. Ouais, il y a très longtemps, j'étais en Bretagne, au long d'une petite rivière où il y avait une fabrique de papier. Et puis, ils balançaient tout dans la rivière, c'est la Laïta. Et je me souviens que j'aurais demandé, mais c'est dégueulasse ce que vous faites. C'était vraiment une petite usine. Hein. Ils me disent, mais non, au contraire, c'est bien, ça nourrit les poissons. Et j'y suis retourné une quinzaine d'années après. L'usine était fermée pour des raisons économiques. Et puis, il n'y avait plus de pêcheurs parce que les poissons étaient morts par manque d'oxygène. Ils avaient asphyxié la rivière peu à peu. Et ça, il n'avait pas prévu. Il pensait nourrir les poissons et les asphyxier. Alors, il y a quand même un aspect un peu moins négatif, c'est que dans ce domaine, nos actions ont des effets immédiats, mais des effets qui sont jusqu'à un certain point réversibles. Et pas dans les mêmes conditions que le climat. On agit sur le climat, et là, on sait que ce qu'on est en train de faire maintenant va avoir des conséquences jusque dans 50 ans, même si on arrête de faire n'importe quoi, il y aura des effets jusqu'au moins dans 50 ans. Peut-être plus, sans doute plus. En biodiversité, lorsqu'on a éliminé, alors dans le cas de la Laïta, je ne sais pas, mais la plupart du temps, si on cesse de prélever des poissons dans le milieu, ça s'est passé récemment avec le thon rouge, dont on a interdit la pêche pendant 3-4 ans, et les populations s'étaient rétablies entre-temps. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que les populations ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles qu'il y avait avant, les poissons sont un peu plus petits, il y a eu des changements, mais ça peut aller très vite. Et chaque fois qu'on a protégé des zones, on s'est rendu compte que la faune et la flore pouvaient se reconstituer extrêmement vite. Sauf si on a fait disparaître complètement les espèces. Ça, c'est le basculement, le point de basculement où on ne sait pas trop ce qui va arriver. Alors, on va changer de livre. Donc, vous avez fait paraître L'Éveil, c'est un roman de fiction en 3 tomes. Voilà. Voilà le tome 1. Donc là, j'ai commencé par le tome 1, bien sûr. Et j'avoue que cette histoire m'a fait un peu frémir. J'ai pensé tout de suite à la pandémie qu'on est en train de vivre. Et puis, j'ai regardé ce livre, vous l'avez fait paraître en 2016, et les 2 tomes suivants l'année suivante. Donc, on n'était pas encore dans cette pandémie. Donc, moi, la peur que ça m'a pas créé, mais qui est revenu chez moi, c'était sur les manipulations, qu'elles soient génétiques ou plus faibles. Est-ce qu'elles risquent de produire de plus en plus de pandémies ou d'épizooties ? On a la grippe aviaire qui vient se greffer, la peste de je ne sais plus quel animal, du singe, hein, c'est ça.
Et puis ça se transforme en pandémie. Alors est-ce que est-ce que c'est un grand risque d'après vous? Est-ce que ça va être notre quotidien ou nos passages annuels? Bon, alors je dis deux mots du livre quand même avant, parce que Allez-y. c'est un livre dans lequel les animaux sont atteints par un virus artificiel qui s'est échappé d'un laboratoire, qui était un virus construit pour essayer d'améliorer le cerveau dans certaines maladies neurodégénératives. Et ce virus se répand chez les animaux et modifie leur cerveau. Et c'est une épidémie d'intelligence qui se produit, c'est-à-dire que les animaux sont modifiés jusqu'à être intelligents comme nous, avec nos défauts aussi. Mais cette histoire est clairement de la science-fiction. Et j'ai écrit ce livre en ayant le sentiment d'écrire de la science-fiction. Et c'était mon but. Mon but était aussi de parler des relations entre les animaux et les humains. Et tout le livre est consacré en fait à ça, avec des animaux qui deviennent des personnes. Puisque une fois qu'un animal a notre intelligence, même s'il ne parle pas, il s'exprime d'une certaine façon. Dans le livre, on finit par comprendre ce qu'ils aboient, ce qu'ils miaulent, ce qu'ils meuglent. Et là, les problèmes apparaissent, puisque est-ce qu'on peut manger un poulet avec lequel on vient de discuter? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais même les animaux entre eux. Est-ce qu'un animal intelligent, un animal éveillé, c'est le titre de l'ouvrage, est-ce qu'un animal éveillé peut manger un autre animal éveillé, même s'il est carnivore? La question se pose, mais fait écho à des questions que nous posons nous-mêmes sur ce que nous mangeons. Mais votre question est plutôt sur le risque d'épidémie. Je ne peux pas dire que j'ai été content de l'épidémie de Covid qui montrait que tout ça était très possible, mais en fait, il y en a plein, des épidémies qui se déclarent tout le temps. Si on suit un peu la littérature médicale, on voit que, ou même du quotidien, il y a eu d'autres épidémies de fièvre. Il y a eu quand même une pandémie qui a failli éclater, pour laquelle on a eu des vaccins, et puis finalement, elle n'a pas éclaté, elle a été jugulée. Mais ce qu'on sait peu en Occident, c'est que des épidémies comme ça, il en apparaît tout le temps dans les régions tropicales. Pour des raisons simples, c'est que les animaux, la diversité est plus grande, la biodiversité est plus grande dans les régions chaudes et humides en particulier, et beaucoup de maladies apparaissent, d'autant plus que ces animaux ont des vies perturbées par les activités humaines, se trouvent confrontés beaucoup plus facilement et proches des humains, soit parce qu'ils sont mangés, soit parce qu'on a détruit leur milieu et qu'ils s'installent ailleurs, plus proches des humains. Il y en a tout le temps. Et un peu partout, des gens sont confrontés à des nouvelles maladies dont on n'entend pas parler en Occident, mais qui font un peu parler d'elles dans d'autres pays. Est-ce que ça va se produire avec des virus artificiels? Oui, sans doute. Quelle importance ça aura, on n'en sait rien. Ça dépend un peu de leur gravité. Mais on sait qu'il y a des laboratoires qui travaillent sur des bactéries, des virus, etc. Et sans même parler de guerre biologique, de temps en temps, il y a des erreurs et il y a des maladies qui s'échappent des laboratoires. Ça s'est passé et ça se reproduira. Mais il y a des vaccins. Je sais que c'est un sujet sensible, mais je viens aussi de sortir un livre sur Pasteur et la vaccination, donc le sujet est intéressant aussi. Voilà. Je voudrais... bon, ce sont des livres qui apparemment sont épuisés. Les histoires vraies des créatures fantastiques. Alors, les histoires vraies des créatures fantastiques sort dans une semaine, donc j'espère qu'il n'est pas épuisé. Ah, d'accord. Les anciennes éditions Alors, sont épuisées. ouais, les anciennes éditions sont épuisées, Voilà. mais là, c'est une version pour enfants d'un livre que j'avais fait et que j'ai complètement réécrit pour les enfants, alors qu'il s'est adressé aux adultes. Oui, voilà. Ouais, on était dans autre chose que ce que vous faites maintenant. Hein. Et je me demandais s'il y avait un lien entre les animaux que vous avez imaginés, qui ressemblent parfois à des animaux qui ont existé vraiment. Et donc, ça m'a fait penser à l'extinction. Jusqu'où on peut imaginer que ces animaux existaient vraiment? Comment vous avez fait ça, quoi? Alors, ce livre est consacré à des créatures fantastiques. Des créatures fantastiques, des dragons, des sirènes. Donc là, il y a vraiment des créatures complètement connues,
connu mais fantastique, connu dans notre imaginaire. Mais moi, ce qui m'amuse dans cette histoire-là, c'est le côté vrai, c'est-à-dire les histoires vraies, les histoires authentiques de créatures fantastiques. Et il y a plein d'histoires vraies autour de ces créatures fantastiques, parce que on s'est servi de ces créatures dans toute l'histoire pour raconter des histoires, mais aussi pour plein d'autres raisons, pour faire peur aux gens, pour gagner de l'argent, pour plein de raisons, pour faire de la politique. Par exemple, je raconte l'histoire des harpies. Alors les harpies, c'était des espèces d'oiseaux à tête. Toi, tu as une idée de ce que c'est qu'une... Tu connais la harpie? Oui, les harpies avaient des mœurs tout à fait horribles. Et bon, c'était quand même des oiseaux à tête de femme, enfin bon, c'était très lié aux femmes. Et un jour, un voyageur en Amérique du Sud tombe sur une harpie qui a été encagée. Elle a été capturée, mise en cage, une femelle et puis un mâle. Il revient en Europe et raconte l'histoire des harpies trouvées au bord du lac, j'ai oublié le nom du lac, au Chili. Et là, quelques personnes se rendent compte que le personnage a un nom, l'auteur a un nom un peu bizarre. Et en fait, le nom de l'auteur, c'est l'anagramme de Monsieur. Monsieur, c'est le frère du roi. Et c'est le frère du roi qui racontait une histoire de harpie juste pour témoigner de sa colère envers Marie-Antoinette. En fait, toute cette histoire de harpie était juste une violente attaque contre Marie-Antoinette et le déficit. Et la harpie servait donc à faire de la politique. Alors, il y a d'autres histoires. Je raconte l'histoire d'un capitaine anglais qui, dans un port d'Indonésie, tombe sur une sirène. Un marchand néerlandais essaye de lui vendre une sirène. Alors, il est fasciné. La sirène est momifiée, elle est grande comme ça. Elle est très très moche. Elle a une figure absolument horrible, mais c'est une sirène. Et avec une queue de poisson et un corps un peu humain, avec des bras, une tête. Et ouais. Alors, ils n'étaient pas très sûrs. Est-ce que c'était des oiseaux ou des poissons? Bon, ils n'étaient pas sûrs. Mais tu as raison, les sirènes avaient un rôle épouvantable. Là, elle ne pouvait plus rien faire. Elle était complètement séchée. Et le capitaine est tellement émerveillé par cette sirène horrible qu'il vend son bateau pour acheter la sirène. Alors, j'ai essayé de calculer, c'était des dollars espagnols ou je ne sais pas quoi. J'ai calculé, il a dû l'acheter quelque chose comme 200 000 euros. Le bateau, c'était un gros bateau avec beaucoup de... Il vend son bateau. C'était pas son bateau, c'était le bateau de ses armateurs. Et il revient, il achète aussi un billet de bateau, puisqu'il n'y avait plus de bateau pour rentrer chez lui, hein, c'était il y a un siècle et demi. Et il revient en Angleterre, il fait une exposition avec la sirène. Et là, il demande à un zoologiste de venir vérifier que c'est bien une sirène. Et le zoologiste, évidemment, lui dit non, vous voyez, ça a été collé, cousu. On a pris une queue de poisson et un corps de singe. Et les deux ont été cousus. Et on vous a vendu ça comme une vraie sirène, alors que c'est pas une sirène. Bon, vous n'allez rien dire du tout, je vous paye, mais vous ne dites rien. Et je continue mon exposition. Et il vend son... Il fait une exposition, les gens payent pour venir voir la sirène, et puis il ne réussit pas à rembourser les armateurs, donc il est renvoyé sur un bateau. Là, on perd la trace de la sirène, et on la retrouve quelques années après, à New York, exposée par M. Barnum, le célèbre Barnum, des cirques Barnum, qui commençait sa carrière d'homme de cirque et d'exposition. Et il avait aussi présenté un ornithorynque à côté de la sirène, et là, les zoologistes ont dit la sirène est bidon, et donc l'ornithorynque, avec son bec de canard et sa queue de castor, et bidon aussi. Tout ça, c'est M. Barnum qui invente des trucs.
Donc, en plus, il a fait reculer la zoologie à ce moment-là. Voilà des histoires que je raconte dans mes histoires vraies de créatures fantastiques. Elles sont vraies, les histoires sont vraies. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Attends. On enregistre. Non, tu veux pas? Vas-y. Comme il y a des animaux qui sont faits en bactéries, eh bien, j'aimerais bien savoir si les bactéries aussi, elles ont évolué. Alors, quand tu dis les animaux sont faits de bactéries, Il y a des organismes vivants qui sont faits de plusieurs bactéries. c'est vrai. Alors, ça dépend un peu ce que tu veux dire par là. Parce que, d'une certaine façon, nous sommes faits de bactéries qui vivaient il y a très, très, très longtemps et qui se sont associées. Et ça, c'est une histoire très, très ancienne. Et bien entendu, les bactéries ont évolué comme tous les êtres vivants. Tous évoluent. Alors, on ne le voit pas forcément parce qu'une bactérie, ce n'est pas très facile à voir. Et puis, les changements sont d'ordre chimique. Ce n'est pas dans la forme qu'elles changent tellement, mais elles changent. D'ailleurs, on le sait bien. Alors là, ce n'est pas les bactéries, c'est les virus, mais le coronavirus, il passe son temps à changer. Les fameux variants, c'est des mutants qui sont des virus qui se transforment au cours du temps. D'autres questions? Moi, je me demandais si vous pouviez nous dire peut-être quelques mots sur vos projets, les prochains livres à venir, les prochains sujets, les supports. Alors j'ai des projets qui sont pas très amusants là, mais très utiles, qui sont de réactualiser certains livres. Et ça, dans le domaine du documentaire, c'est un des aspects importants, c'est de faire en sorte que les documentaires restent actuels et restent intéressants. Et c'est une partie essentielle de mon travail que d'essayer de présenter l'état actuel des sciences dans les domaines dont je parle, y compris pour des livres, dans des livres pour les enfants, et y compris sur des animaux aussi banaux que l'éléphant ou la souris. On peut raconter des choses sur des éléments qui viennent d'être découverts. Et donc, ce travail d'actualisation, il est essentiel, et j'ai 2 livres en cours d'actualisation, l'un sur Darwin et l'autre sur l'évolution, justement, où il y a beaucoup de choses qu'il faut modifier. Dans certains cas, je réécris complètement le livre. Quand j'ai réactualisé des livres sur la préhistoire, au bout de 10 ans, il y a plein de trucs il y a des questions qui se posaient il y a 10 ans et qui ne se posent plus parce qu'on a trouvé la solution. Enfin, c'est des préhistoriens ont réussi à trouver des réponses aux questions qu'ils se posaient. Et puis il y a des nouveautés, il y a tout le temps des découvertes, et ça c'est passionnant à mettre en avant. Sinon, j'ai un autre projet qui est avec le même éditeur que mes histoires fantastiques. Ça va être sur les animaux disparus, avec toujours cette envie de raconter des histoires de relations entre l'homme et ses animaux. Donc ça va être vraiment sur la façon dont l'homme est intervenu. Pour les enfants aussi? J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pour les enfants, mais l'éditeur préfère que je fasse pour adultes, et il me dit qu'on fera une version pour enfants après. Bon, on verra bien. Et puis j'ai un autre projet, alors qui me tient vraiment à cœur, qui est une BD. Alors j'ai fait cette BD que vous ne pouvez pas trouver ici, mais qui existe encore, sur les extinctions. Mais il y en a une autre que j'ai faite avec le même illustrateur, qui s'appelle Évolution, Darwin, Dieu et les hommes chevaux, dans laquelle je raconte les mécanismes de l'évolution. C'est un documentaire, mais c'est aussi une fiction, un peu comme dans Extinction, mais la fiction là est beaucoup plus présente. Il y a une troupe de théâtre qui essaye de monter une pièce sur l'évolution, mais à partir d'hommes chevaux qui sont tirés de textes du XVIIIe siècle, avec une histoire de Gulliver chez les chevaux. On connaît moins cette histoire-là que celle de Gulliver chez les géants ou chez Lilliput. Et puis, il y a des méchants, il y a des gens qui veulent que leur pièce ne se monte pas, parce qu'ils doivent jouer cette histoire d'évolution devant des lycéens.
et un groupe religieux veut les empêcher de faire cette pièce. Et puis il y a un transhumaniste qui, au contraire, veut les pousser à parler d'évolution, mais d'évolution sociale et une évolution très eugéniste. Et il veut les payer pour ça. Enfin, et donc il se passe plein de choses. Donc la fiction a beaucoup d'importance. Et j'aime bien cette idée, non pas de mélanger fiction et documentaire, mais d'introduire le documentaire dans la fiction. Et mon projet serait là sur les relations homme-animal, sur la domestication, le fait d'élever des animaux pour les manger, le fait de manger de la viande, ses implications dans l'écosystème Terre aujourd'hui. Donc des questions extrêmement actuelles, mais dans lesquelles je voudrais mettre une bonne part de fiction aussi, parce que c'est très amusant de raconter des histoires. Ça sera chez Dargaud aussi, en BD, du coup. Si Dargaud est d'accord pour publier, ça, c'est toujours la question. Il faut que j'arrive avec le projet et on me dit oui ou non. Mais ça se fera sûrement, oui. Moi, je vous poserai une question un petit peu dans le même sens. Moi, je suis très attaché au BD reportage, ça m'intéresse depuis longtemps. Ça se développe de plus en plus. Est-ce que ça vous tenterait de rentrer dans ce genre de travail ? La revue dessinée, par exemple, tous les trimestres sort des reportages. Là, on n'est plus du tout dans la fiction, quoi. Alors, j'ai fait pas mal de BD documentaires. Les forêts, c'est vraiment documentaire. Là, il n'y a pas de fiction. Il y a des personnages, mais c'est des personnages qui servent juste de fil conducteur et qui n'ont pas d'existence réelle. Ils n'ont même pas de nom dans la BD. Le reportage, éventuellement. Je n'ai pas de projet dans ce sens-là, mais ça peut faire partie des choses que je pourrais faire. Là, je suis plus vraiment dans cette recherche de fiction aussi. Parce qu'après 20 ans de documentaire, j'ai envie d'élargir un peu mes façons de raconter les choses. Mais pourquoi pas ? Vous avez d'autres questions ? Et alors, le roman adulte, ça vous tente ? Parce que vous avez essayé un peu tout le reste. Alors, je suis parti dans plein de directions, y compris, alors je vous disais la fiction, mais y compris la fiction pour les tout petits. Hein. Il y a un livre que vous pouvez trouver ici qui s'appelle La Vache Bizarre, qui est un livre pour les 3 à 6 ans, qui est un album dans lequel c'est vraiment une fiction. Et en même temps, dedans, il y a quelque chose sur qu'est-ce que c'est savoir connaître le monde, comment on découvre le monde, qu'est-ce que c'est la relation entre le réel et nos croyances. Donc mais c'est en arrière-plan. Parce que ce qu'on voit, c'est une histoire. Une histoire d'une vache bizarre, qui n'est pas tout à fait une vache. Et oui, des romans... mais j'aime bien écrire pour les enfants. J'aime bien écrire pour les enfants, pour les ados. Peut-être que je ferai un roman adulte, mais là, j'en ai pas en préparation. Et alors moi j'ai une autre question qui me vient. Comment est-ce que vous adaptez votre propos de scientifique en fonction de l'âge de votre public ? Est-ce que vous travaillez par exemple avec des professionnels de la petite enfance ? Est-ce que vous testez sur des enfants ? Comment vous faites pour que eux comprennent mais que ça reste scientifiquement solide ? Alors, d'une part, je pense que mon expérience de prof, parce que j'ai quand même été prof une quinzaine d'années, du CP à la terminale. Ça aide vraiment si on cherche à voir les enfants comme ils sont et pas comme on aimerait qu'ils soient. On se rend compte de là où il faut prendre beaucoup de précautions pour raconter les choses. Des précautions dans les termes qu'on emploie. Il y a vraiment une question de vocabulaire. Beaucoup de termes scientifiques très précis doivent être remplacés par d'autres, en faisant attention à ne pas être faux si on change les mots, mais on peut raconter pratiquement les mêmes choses aux enfants et aux adultes. De toute façon, les adultes ont tout oublié de ce qu'ils avaient appris au lycée, et de manière générale, hein, moi compris. J'ai tout oublié aussi, dans d'autres domaines que la biologie. Je change la façon dont je raconte les choses, mais je raconte les mêmes choses. J'essaie de
de raconter les mêmes mécanismes, de décrire les choses de la même façon. Alors, à partir de 7-8 ans. Avant 7-8 ans, là, je vais être un peu plus simple dans les explications. Mais ce n'est pas simplement dans le domaine des explications que je vais faire attention. Par exemple, j'ai fait beaucoup de livres comme ceux-là. Là, c'est les bêtes arnaqueuses, copieuses, trompeuses. Le titre dit bien ce que c'est. Il y a beaucoup d'humour dedans. Je raconte des histoires, je présente des animaux. Voilà, par exemple, ce lézard, ce gecko feuille morte, c'est un livre sur les animaux qui se font passer pour autre chose que ce qu'ils sont. Et chaque animal est décrit alors, de façon extrêmement réaliste, c'est la page de gauche, et puis il y a des dessins d'humour, et il peut y avoir un peu d'humour dans le texte. Et bien là, entre enfants de 5-8 ans et des enfants de 8-12 ans, eh ben, je vais demander aux illustrateurs de faire très attention à la forme de l'humour qu'ils vont mettre. Et là, j'ai travaillé avec Annelise Combeau, qui est une illustratrice de BD très, très drôle. Et on a fait ensemble aussi des livres pour les plus jeunes. Là, c'est 8-12 ans. On a fait des livres pour les plus jeunes et on ne pouvait pas mettre le même humour. Et là, elle n'aimait pas trop parce que c'était un humour trop gentil. Et alors qu'elle est assez sarcastique, d'habitude, il faut faire attention. Donc, il y a une question de niveau de langage, mais aussi de la façon dont on raconte les choses dans plusieurs directions différentes. Et pour les tout-petits, c'est bien aussi. À chaque fois, c'est un enjeu de raconter des choses compliquées à des enfants très jeunes. Une éditrice m'avait demandé, alors ça c'est une commande, m'a demandé un jour de faire un livre. Elle voulait que je parle des grandes questions que posent les enfants à leurs parents et auxquelles les parents ont du mal à répondre, sur l'origine de l'univers, sur notre origine à nous, pourquoi on meurt. Et j'ai fait ce livre qui s'appelle La Terre, la vie, l'univers, qui est d'ailleurs dans la librairie. Je ne l'ai pas pris là, mais... Ah si, je l'ai pris, c'est celui-ci. Et il y a une quinzaine de questions et il faut répondre à pourquoi on meurt en 400 signes, signes, lettres ou... d'où vient l'univers, pourquoi on ne peut pas vivre sur la Lune, des questions comme ça pour les tout petits. Et j'ai réfléchi un peu, puis le pari m'a paru intéressant, et donc je lui ai dit oui. Et puis le lendemain, elle m'a rappelé en me disant, puis bon, puisque on part dans cette direction, il faudrait aussi parler de Dieu. Dans tout ça, Dieu dans l'univers. Bon, bref, j'ai essayé de répondre à toutes ces questions dedans, et c'est mon best-seller maintenant. Bien, merci Jean-Baptiste de Panafieux. On pourrait continuer à l'extérieur. Là, j'ai vu que le conférencier suivant attend. Ah. Et, ouais. Et vous pouvez signer, je pense que vous avez le temps de signer quelques livres. J'ai tout mon temps. Si vous voulez bien les acheter. Émilie en a amené pas mal quand même, hein, ces livres-là.